meeting du 15 avril 1976 pour sauver les Péruviens Hernán Cuentas et Víctor Quadros. Qui ont des signatures, de les faire porter à la tribune, s'il vous plaît. Camarades, prenez place, nous allons commencer. Camarades, nous sommes ici ce soir au nom de milliers et de milliers d'hommes et de femmes qui, dans ce pays et dans bien d'autres, entendent obtenir, et si c'est nécessaire, arracher la libération d'Hernán Cuentas, de Víctor Quadros, dirigeant de la Fédération des mineurs du Pérou, et de leurs 4 avocats incarcérés sans inculpation légale depuis 4 mois. Le sens de notre lutte, c'est la défense des libertés démocratiques, c'est la défense des libertés d'expression et d'organisation, c'est la défense des libertés syndicales et de l'indépendance des syndicats à l'égard de l'État, à l'égard de tous les États. Tout à l'heure, Maître de Chezelle va vous rendre compte de la mission qu'il a accomplie tout récemment au Pérou, en compagnie de Maître Garcia. Les autres orateurs vous parleront au nom des organisations et des courants de pensée qui sont les leurs. Permettez-moi, dans ce bref préambule, afin que vous soyez juges, de donner la parole à l'État péruvien, qui évidemment ne se trouve pas représenté à cette tribune. L'État péruvien, à travers ses ambassades, a tout récemment diffusé une lettre circulaire où il dit ce qu'il pense, ce qu'il prétend penser de l'arrestation et de la détention de Cuentas, de Quadros et des 4 avocats. C'est cette lettre circulaire que je vais me permettre de vous lire. Eh oui. Excusez-moi, camarades, ce sont les innombrables documents qui nous parviennent à tout instant, qui ont fini par noyer cette lettre que voici fort heureusement. Cette lettre est adressée à la camarade Chabrin, qui est l'une des dirigeantes de la Fédération des jeunesses socialistes en Belgique, et qui, naturellement, est intervenue avec son organisation auprès de l'ambassade du Pérou à Bruxelles.
Et voici ce que cette ambassade lui a répondu. Suite à votre communication adressée aux autorités péruviennes, notre ambassade est en mesure de vous informer que messieurs Cuentas, Díaz Chavez, c'est l'un des avocats emprisonnés, et d'autres sont actuellement détenus et que l'instruction est en cours à cause de leur implication dans des agressions contre certaines institutions bancaires, c'est ainsi qu'est désignée une grève des banques, et de leurs activités subversives contre le gouvernement péruvien. L'ambassade est également en mesure de vous informer qu'il est totalement inexact que leur vie soit en danger. Et pourtant, la grève de la faim fait courir, chacun le sait, des risques de mort à ceux qui sont contraints à cette forme ultime de protestation. À cet effet, continue la lettre, il faut remarquer que la plainte déposée par le gouvernement à cause de ces détentions a été rejetée par la Cour suprême de la justice de la République. Il s'agit donc de renseignements déformés, envoyés à l'étranger par des secteurs de l'opposition pour créer une image négative du Pérou, et qui viennent tant de milieux d'extrême droite que d'extrême gauche, des secteurs de droite qui se ressentent des réformes fondamentales du gouvernement, comme la réforme agraire, la communauté industrielle qui donne à l'ouvrier le droit de participation, ça nous dit quelque chose, dans les revenus et dans la gestion de l'entreprise, les entreprises de propriété sociale, celles de la promotion de la petite entreprise, etc., et des renseignements provenant de milieux d'extrême gauche, vu que le modèle humaniste, socialiste et pluraliste typiquement péruvien diffère des vieux moules du capitalisme et du communisme. Ça aussi, ça nous dit quelque chose. C'est précisément le gouvernement actuel, poursuit et achève cette lettre, celui qui, durant le second semestre de l'année dernière, a permis le libre retour d'exilés, parmi lesquels se trouvaient quelques-uns des susmentionnés, et celui qui maintient la grande liberté de presse qui existe actuellement au Pérou. La mise en fuite du directeur de la revue de gauche Marca en est sans doute une illustration. Cependant, en défense de l'ordre public et des objectifs fondamentaux de la révolution péruvienne, il n'est pas permis qu'il se produise impunément d'actes délictueux ou subversifs. Pour cela, les paysans organisés du Pérou viennent de dénoncer dans les journaux, c'est soi-disant une citation, la pression de droite pour dévier le processus révolutionnaire et prévient les travailleurs contre les provocations ultra-gauchistes. Veuillez agréer, etc. Eh bien, la réponse à cette littérature qui prétend justifier les arrestations et les détentions arbitraires, ce n'est pas nous qui la donnons, ou du moins nous ne sommes pas seuls, ce sont les mineurs péruviens eux-mêmes. Voici un communiqué de l'AFP paru dans Le Monde de ce soir, daté de Lima, et qui dit ceci: la Fédération des mineurs du Pérou a menacé mercredi 14 avril, hier par conséquent, d'appeler à une grève générale illimitée si le gouvernement refusait d'abroger l'état d'urgence dans le secteur minier et de libérer certains de ses dirigeants emprisonnés. La Fédération poursuit la dépêche du Monde. La Fédération, qui assure représenter 25 000 des 60 000 mineurs péruviens, affirme que l'état d'urgence, c'est une citation, viole d'une manière flagrante le droit de grève universellement reconnu et menace la sécurité de l'emploi de tous les travailleurs du secteur. D'après la Fédération des mineurs, cette loi, la loi d'urgence,
a pour objet de garantir des bénéfices accrus aux entreprises privées et d'État et d'empêcher les mineurs d'obtenir la libération des syndicalistes emprisonnés, parmi lesquels Víctor Quadros et Hernán Cuentas. L'état d'urgence dans le secteur minier a été proclamé la semaine dernière pour, selon le gouvernement, assurer la continuité de la production dans une des principales activités industrielles du Pérou. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder à réduire à leur néant les prétendues justifications idéologiques ou politiques de la junte de Lima. En revanche, il s'agit de contraindre l'appareil militaro-policier de cette junte à relâcher ceux qui se trouvent dans ces geôles et dans ces colonies pénitentiaires. Et je voudrais, pour en terminer, répondre par avance à ceux qui pourraient nous dire, ou qui nous ont dit à travers cette campagne, pourquoi vous occupez-vous de ces emprisonnés-là? Pourquoi de ces emprisonnés du Pérou et pas d'autres, subissant actuellement une répression féroce, comme par exemple en Iran, au Zaïre, au Chili, en Tchécoslovaquie ou ailleurs encore? À cela, nous répondons que la lutte pour la libération de Cuentas, de Quadros et de leurs avocats s'inscrit pour nous tout entière dans la lutte générale, sans réserve et sans condition, pour les libertés démocratiques, lutte qui est mondialement indivisible. Croyez bien, camarades, que tous ceux qui sont à cette tribune ne sont ni sourds, ni aveugles à quelque forme de répression que ce soit, qu'il s'agisse de la répression impérialiste là ou de la répression bureaucratique ailleurs. Mais au lieu de discuter idéologiquement, interminablement sur l'essence de la répression, il faut s'emparer de cas concrets. Au lieu de discuter sur ce que peut être ou ne pas être la répression en général, il faut partir et gagner dans la lutte pour arracher ceux qui sont actuellement, effectivement, sous les coups de cette répression. Alors nous leur disons, dans cette lutte générale, pour nous universelle, pour nous indivisible, aidez-nous ce soir et dans les jours qui vont suivre à faire libérer Cuentas, Quadros et leurs avocats. Je donne maintenant la parole à Denis Siffert, président de l'UNEF, Unité syndicale. Camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui, comme le camarade Fougerolas vient de le rappeler, parce qu'une nouvelle fois, les libertés démocratiques sont bafouées quelque part dans le monde et des militants syndicaux emprisonnés, isolés, dans les pires conditions d'insalubrité, ils sont menacés de périr pour avoir exercé normalement leur droit syndical. Hernán Cuentas, Víctor Quadros, dirigeants de la Fédération des mineurs du Pérou, leurs avocats croupissent dans les geôles du gouvernement Morales-Bermúdez. Notre tâche est de les arracher au sort terrible qui leur est dévolu. Notre tâche, c'est notre tâche à nous tous qui sommes rassemblés ici. C'est notre tâche à nous autres, militants de l'Union nationale des étudiants de France, syndicat des étudiants, qui tout au long de sa longue histoire a réaffirmé, en chaque circonstance, la tradition jamais démentie des étudiants, des jeunes, épris de liberté, toujours prêts à intervenir pour en imposer le respect aux côtés des travailleurs, des enseignants, de leurs organisations, en œuvrant pour l'unité de tous. C'est notre tâche à tous, militants de l'Union nationale des étudiants de France,
pour qui le principe de l'internationalisme prolétarien est bien vivant. Camarades, c'est la tâche de l'UNEF, c'était sa tâche, de répondre à l'appel qui lui a été lancé aux côtés des organisations et militants représentés ce soir à cette tribune, mais aussi aux côtés de la Fédération des étudiants du Pérou, que je salue ici, avec laquelle nous avons déjà combattu et imposé en 1975 le rapatriement du dirigeant étudiant Rolando Breña, de Hugo Blanco et de Hernán Cuentas, déjà frappés. Aux côtés également des étudiants péruviens de Paris, de l'Association des étudiants colombiens, de l'Association des étudiants dominicains, qui sont aujourd'hui pleinement associés à notre combat et y participent, et que nous saluons également ici ce soir. Camarades, c'est la tâche des étudiants et de l'UNEF sur lesquels, en de nombreuses circonstances, la matraque de la répression policière s'est abattue. Et je le dis au soir d'une journée importante pour les étudiants, qui ont manifesté aujourd'hui pour arracher l'abrogation de la réforme du deuxième cycle, réalisant certainement la manifestation étudiante la plus importante depuis 1968. Et les camarades, peu avant le début de ce meeting, m'ont informé de la manière dont cette manifestation s'est achevée. Et il n'était guère difficile de le prévoir. La police a couvert, une fois encore, les agissements de groupes fascistes qui ont attaqué à coups de barre de fer la manifestation. Eh bien, camarades, en dépit de ces provocations policières, en dépit de ces violences perpétrées contre les étudiants, une fois encore, ont affirmé leur détermination et la manifestation, je le sais, est passée. Et si vous le permettez, j'ouvrirai ici une parenthèse. Dans une bataille aussi considérable qui voit aujourd'hui toute l'université en grève générale, à quelle incohérence n'assistons-nous pas de la part d'un gouvernement dont les services se contredisent 3, 4, 5 fois en 48 heures. Nous notions au sortir de notre délégation au secrétariat d'État aux universités un changement de ton, et nous l'avons dit. Celui-ci était aussi enregistré par nos camarades de la Fédération d'éducation nationale, reçus le même jour. Mais, et la réforme était, semble-t-il, suspendue. Mais à midi, il y avait démenti. À 14 heures, confirmation. À 19 heures, démenti encore. À 23 heures, confirmation. Et hier, le secrétaire d'État, s'exprimant à l'Assemblée nationale, démentait. Camarades, il reste que les étudiants poursuivent et amplifient avec la plus ferme détermination leur combat, en atteste le succès considérable de la manifestation d'aujourd'hui. Dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, étudiants en France, militants syndicalistes de l'UNEF, nous mesurons pleinement, plus peut-être que dans toute autre situation, le prix des libertés démocratiques, des libertés syndicales, chèrement conquises par le prolétariat français. Et camarades, c'est en usant de ces mêmes droits qui nous permettent aujourd'hui et qui permettent aux étudiants de combattre avec les enseignants une réforme contraire à leurs intérêts, c'est en usant de ces mêmes droits que Hernán Cuentas, Víctor Quadros ont été arrêtés et emprisonnés. Nous mesurons aujourd'hui, plus peut-être qu'en toute autre circonstance, l'impérieuse nécessité
de libérer nos camarades, dirigeants de syndicats des mineurs du Pérou, et d'imposer, pour eux, le rétablissement des libertés syndicales. L'UNEF, unité syndicale, qui fut la seule organisation syndicale étudiante à tout mettre en œuvre dans l'université pour imposer l'accueil des étudiants réfugiés chiliens au lendemain du coup d'État fasciste de Pinochet. L'UNEF, qui organisera le 23 avril prochain à la Sorbonne une soirée de solidarité internationale contre la répression en Amérique latine. L'UNEF est consciente ce soir, comme aujourd'hui chaque jour, contre la réforme du deuxième cycle, d'exprimer la volonté de tous les étudiants. Camarades, tous ensemble, nous imposerons la libération des camarades Cuentas et Quadros. Dans l'unité, l'UNEF y œuvrera de toutes ses forces. Elle se fera là l'écho de tous les étudiants. Je donne maintenant la parole à Maître Yves de Chézel, avocat à la Cour de retour du Pérou. Saisi par le comité organisateur de ce meeting, la Fédération internationale des droits de l'homme, dont le siège est actuellement à Bruxelles, a décidé de mandater 2 avocats pour examiner les conditions dans lesquelles avaient été arrêtés 2 dirigeants de la Fédération des mineurs et 4 de leurs avocats. Il y avait avec moi le camarade Antonio Garcia, avocat à Madrid, qui connaît bien les prisons pour y avoir vécu un certain nombre d'années dans les geôles franquistes et qui est le président de la Ligue espagnole des droits de l'homme. Nous y sommes partis avec un triple objectif. La Fédération des droits de l'homme se donne pour mission d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme dans quelque pays que ce soit et sans aucune considération de géographie. Les droits de l'homme ont une valeur universelle. Deuxième principe, l'enquête devait être faite d'une manière objective, c'est-à-dire que nous devions nous proposer d'entendre, bien sûr, les internés si c'était possible, en tout cas leurs familles, leurs avocats et leurs camarades de travail. Mais de l'autre côté, nous désirions entendre le son de cloche gouvernementale. Nous nous sommes donc rendus à Lima, où notre séjour a duré du 26 mars au 2 avril. Un séjour d'une semaine qui a été bien rempli et dont nous avons ramené de nombreuses informations et un volumineux dossier. Quand nous sommes partis, nous n'avions que peu de noms et que peu d'adresses. Cependant, dès le lendemain, nous prenions contact avec les familles et particulièrement avec les épouses des inculpés. Celles-ci nous rappelaient qu'au mois de décembre dernier, exactement le 4 décembre, 4 avocats de la Fédération des mineurs étaient arrêtés brusquement. Et au bout de quelques jours, ils étaient conduits dans la colonie pénitentiaire d'El Cepa,
qui est située dans une île malsaine, au milieu de la forêt amazonienne, à environ 1500 kilomètres de Lima, et où il est impossible de se rendre, étant donné qu'il faut y aller en avion et que les avions sont contrôlés étroitement par le gouvernement. Ces familles ont donc été entièrement séparées de ces 4 avocats, et 4 jours après, les avocats étaient arrêtés, les 2 dirigeants, Hernán Cuentas et Víctor Quadros. Nous verrons quelle explication donnent les autorités administratives à cette arrestation. Ceux-ci n'étaient pas conduits immédiatement à El Cepa. Ils étaient promenés dans les différentes prisons de Lima. Et les familles ont voulu à ce moment-là utiliser une procédure qui est celle de l'habeas corpus, c'est-à-dire on saisit un juge, on lui dit que telle ou telle personne est séquestrée et qu'elle est séquestrée dans tel lieu. Il était arrivé que des épouses sachent que leur mari, Quadros et Cuentas, étaient arrêtés dans telle prison. Le juge informe la prison qu'il va arriver, et lorsqu'il arrive, les détenus ne sont plus là. C'était quelque chose de tout à fait caricatural et qui aurait été risible s'il ne s'était agi de la liberté, de la santé et de la vie de ces hommes. Et c'est ainsi qu'au mois de février, Cuentas et Quadros engageaient une grève de la faim. Vous avez peut-être lu les textes admirables qui ont été écrits à la fois par ces 2 représentants de la Fédération des mineurs et de leurs avocats. Ils engageaient une grève de la faim, et il y avait des protestations, non seulement des familles, mais des représentants des mineurs, à tel point que les autorités ayant dû conduire ces derniers dans l'hôpital militaire, un certain nombre de personnes s'y rendirent pour protester, et ceux-ci, alors qu'ils étaient sous perfusion, ont été retirés de cet hôpital et envoyés avec leurs avocats à la colonie pénitentiaire d'El Cepa. Et c'est dans ces conditions que nous avons trouvé ces femmes extrêmement courageuses, mais éprouvées et bouleversées par le sort de leur mari, auquel, depuis plusieurs mois, elles n'avaient pu rendre visite et dont elles n'avaient plus de nouvelles. Certes, le président de la Fédération internationale des droits de l'homme avait averti le gouvernement péruvien de notre arrivée, mais il fallait craindre que celui-ci feigne de nous ignorer, et c'est pourquoi il était indispensable de prendre dès que possible contact avec la presse. Mais la presse était en pleine crise, car peu de jours avant notre arrivée, tous les directeurs de journaux de Lima avaient été convoqués par celui qui est le chef des informations, et le ministre leur avait dit aussitôt arrivé: eh bien voilà, messieurs, vous allez passer vos pouvoirs à tel autre directeur, de telle sorte que tous les directeurs de la presse de Lima ont été changés le même jour. Et cependant, grâce à l'activité de toute une série de gens que nous avons vus au cours de notre séjour, les journaux ont été prévenus et nous avons pu faire une conférence de presse qui a eu des échos, puisque
les principaux journaux de Lima, l'Expresso, le Comercio, la Prensa et surtout et la revue bien connue Marca, ont fait un compte-rendu de la mission dont nous avions été investis. De telle sorte que d'ailleurs, et de plus en plus, nous avons reçu des visites de gens appartenant à tous les milieux et protestant contre les atteintes aux libertés individuelles. Puisque désormais Lima savait que nous étions là, nous avons décidé d'aller voir les autorités judiciaires. Et en effet, guidés par certains de nos confrères de Lima, nous avons été conduits d'abord chez celui qui remplit les fonctions de président du Conseil national de la justice. Et je dois dire que nous avons trouvé un magistrat fort embarrassé qui nous a dit qu'il déplorait lui-même ce genre de pratique arbitraire, mais qu'il n'y pouvait rien. Le ministre de la Justice a d'ailleurs été supprimé et l'institution de la justice est sous le contrôle direct du ministre de l'Intérieur. Nous avons vu également le président du tribunal agraire, magistrat qui semble en effet très peiné lui aussi de la situation, et aussi le président de la Cour suprême qui nous a tenu le même raisonnement, car aucun de ces hauts magistrats n'a cherché à justifier, si peu que ce soit du point de vue juridique, la séquestration de ces personnes. Ces visites avaient au moins l'intérêt de nous prouver qu'à Lima ou au Pérou, il n'y a pas un seul juriste qui puisse chercher à justifier par le droit, par la Constitution, par le Code pénal, par le Code de procédure, la séquestration de ces personnes. Nous avons vu également, bien entendu, les avocats, le président de la Fédération nationale des avocats, le doyen du Collège de Lima, qui ont d'ailleurs voté une motion de protestation contre ces séquestrations arbitraires. Mais nous n'avons voulu écarter aucun secteur des institutions péruviennes. J'avais en particulier une lettre d'introduction du mouvement international des juristes catholiques. Après quelques hésitations, nous avons été reçus, d'une part par un révérend père et ensuite par l'évêque de Lima, chargé de l'action sociale. Lui n'a pas cherché du tout à justifier les séquestrations, et bien au contraire, il nous a indiqué quelle était son inquiétude. Je n'en dis pas davantage sur cette réception, mais nous avons eu, grâce à cela, un très grand nombre d'informations. Mais jusqu'alors, nous n'avions été reçus par aucune autorité politique. Mais avant d'être reçus par ces autorités politiques, nous avons reçu, en dehors des celles des familles, des visites bien émouvantes. C'est celle notamment d'un certain nombre de représentants des syndicats, pas seulement d'ailleurs des représentants de la Fédération des mineurs, mais des représentants de la métallurgie, de l'industrie des matières plastiques, d'un certain nombre de syndicats d'employés qui tous nous ont indiqué l'état de tension extrêmement vif qui existait entre les syndicats des différentes fédérations de travailleurs,
avec le gouvernement. Et les représentants des mineurs nous ont dit, ce qui nous est confirmé aujourd'hui par cette dépêche de l'AFP publiée dans Le Monde, qu'ils étaient prêts, quant à eux, à engager une grève nationale illimitée pour la libération de leurs camarades. Parmi lesquels figurent, bien entendu, leurs avocats, car c'est une méthode assez exceptionnelle que celle qui consiste à arrêter les avocats considérés comme les auteurs intellectuels de la propagande syndicale. Et cette forme d'intimidation dirigée vers les couches intellectuelles, si elle vise d'abord les avocats, vise aussi les journalistes. Et dans plusieurs journaux, à la suite de la démission d'office des directeurs, des grèves de journalistes ont eu lieu. Nous en étions arrivés à l'avant-dernier jour de notre séjour, quand, coup sur coup, nous avons reçu les invitations du ministre des Affaires étrangères, du secrétaire général du Premier ministre, et aussi nous avons eu une longue entrevue avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre des Affaires étrangères, d'abord, homme d'aspect bourru et désirant se montrer cordial, il nous a demandé tout d'abord pourquoi nous nous intéressions spécialement au Pérou. Et nous lui avons dit que nous nous intéressions aux atteintes, aux libertés et aux droits humains fondamentaux en quelque pays que ce soit, et pourquoi ne nous intéresserions-nous pas au Pérou? Il nous a dit ensuite que l'on avait affaire à des agitateurs et que, de toute manière, dans le Pérou actuel, dans les conditions économiques qu'il traverse, le gouvernement était obligé de considérer la grève en soi comme criminelle. Et alors nous lui avons bien entendu rétorqué que lorsque nous défendions les droits de l'homme, c'était aussi bien les libertés individuelles que les libertés collectives, que le droit d'association, et en particulier les libertés syndicales. Et puis, le ministre s'est radouci et nous a dit que c'était une simple coïncidence avec notre venue au Pérou, mais qu'au gouvernement on avait un peu parlé de cette affaire et que d'ici un certain nombre de jours, nous parviendraient, si nous n'étions pas encore au Pérou, des nouvelles réconfortantes. C'était un espoir. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Et l'après-midi, nous avons été reçus par le secrétaire général du Premier ministre, qui nous a tenu à peu près le même discours, qui nous a fait part d'un certain nombre de motions qu'il avait reçues, qui nous a indiqué que les grèves au Pérou étaient particulièrement dangereuses et qu'il fallait que nous nous méfions de ces agitateurs qui se permettaient de faire grève, mais qu'enfin l'on allait reconsidérer leur cas.
Et puis, le même jour, nous avons eu une entrevue avec le frère du ministre de l'Intérieur qui nous a dit, voilà 2 heures que je suis en discussion avec lui, vous pouvez partir tranquille, c'est gagné. Remarquez que dans cette sorte d'affaires, les choses ne sont réellement gagnées que lorsqu'elles se sont véritablement produites. Mais la conclusion que nous avons tirée de ces entretiens, c'est que les autorités militaires et politiques du Pérou n'étaient pas insensibles à ces formes de démarche qui proviennent de la solidarité internationale et de l'attachement des peuples aux libertés. Il est certain que le gouvernement du Pérou, dans cette répression contre les syndicalistes, et pas seulement les mineurs, car nous avons eu l'occasion de savoir qu'il y avait d'autres séquestrés dans d'autres branches professionnelles, qu'il y avait d'autres personnes poursuivies parce que syndicalistes, et d'ailleurs, c'est au cours de notre séjour qu'a été proclamé l'état d'urgence dans telle ou telle profession, c'est-à-dire que la grève y devient interdite, qu'elle devient un délit ou un crime, qu'elle ne sera pas nécessairement l'objet d'une poursuite devant une juridiction régulière, mais que les gens pourront être séquestrés et internés dans des colonies malsaines au milieu de la forêt amazonienne. Alors, nous avions quand même un petit espoir, et la veille au soir de notre départ, nous avons appris que Cuentas, que Quadros et leurs 4 camarades avaient été ramenés à Lima, et à notre retour, nous espérions recevoir un message suivant lequel ses amis auraient été libérés. Ce n'est pas le cas. Ils sont sans doute et toujours dans une ou l'autre prison de Lima. Et c'est pourquoi, ce soir, je voudrais vous dire quelle importance et quelle valeur les femmes de ces syndicalistes ou de ces avocats séquestrés ou internés, quelle importance et quelle valeur elles ont attachée à ce simple geste de solidarité. Des hommes et des femmes, nombreux, ils le savent, en France et dans d'autres pays, n'oublient pas Cuentas et Quadros. Ces femmes, leurs familles, bien des avocats, sont venus jusqu'à l'aérodrome, nous ont fait un dernier sourire un peu triste, nous ont tendu la main. Cette main, nous la tenons fermement et nous nous engageons à lutter jusqu'au bout, jusqu'à la libération de ces camarades représentant des syndicalistes péruviens et de ses camarades avocats emprisonnés. Je demande s'il existe un médecin dans la salle qu'il veuille bien se rendre de toute urgence dans le hall. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, permettez-moi de porter à votre connaissance 2 messages
émanant de camarades appartenant à des organisations ouvrières d'Amérique latine. C'est un groupe de sympathisants de Vanguardia Revolucionaria qui écrit à cette tribune sous le titre condamnant la politique réactionnaire du gouvernement militaire péruvien, renforçons la solidarité internationale pour arracher des prisons nos camarades. Et dans ce texte, après avoir rappelé les conditions de détention dont Maître de Chezelle vient de vous parler, après avoir cité aussi un nombre de disparitions, de morts qui ne relèvent pas de causes naturelles, nos camarades écrivent « Pour le régime militaire qui gouverne le Pérou depuis déjà presque 8 ans, 1976 est l'année de la production. Augmenter la production dans un climat de paix sociale, tel est le grand objectif de sa politique appelée pompeusement révolutionnaire. Le recours à l'exploitation forcenée des travailleurs, maintenu grâce à une répression permanente, est l'expression sans équivoque de l'échec du programme réformiste bourgeois de la junte militaire. Bien qu'il y ait eu des transferts de propriété dans certaines entreprises, l'essence même de la domination impérialiste demeure intacte. Et nos camarades indiquent que face à ces mesures capitalistes pour résoudre la crise actuelle, la classe ouvrière lutte avec ses bases les plus combatives, celles des secteurs miniers et métallurgiques, la paysannerie avec la Confédération paysanne du Pérou qui dirige les occupations de terre, prouvant ainsi l'indépendance des masses. Ce message conclut, nous sympathisants de Vanguardia Revolucionaria, organisation marxiste-léniniste péruvienne résidant à Paris, nous nous unissons à l'effort international unitaire pour obtenir la libération des détenus, sortir de prison les camarades qui luttent. C'est un devoir en tout lieu et en toutes circonstances, au-delà des différences entre organisations politiques. Nous assumons dans les faits une conduite unitaire de classe, au-delà de la mesquinerie, du sectarisme et du dogmatisme de ceux qui refusent de participer à cette manifestation et qui mettent ainsi en avant leurs différences, preuve d'un orgueil petit bourgeois. Pour la liberté de tous les prisonniers politiques du Pérou, amnistie générale, pour l'arrêt immédiat des procès, pour que cesse la persécution des camarades défenseurs de la liberté de pensée et d'expression dans le Pérou. Et voici un message du Parti ouvrier révolutionnaire de Bolivie pour la reconstruction de la 4e internationale. Adressé à notre meeting. Hernán Cuentas et Victor Quadros, dirigeants de la Fédération des mineurs du Pérou, et leurs avocats ont été arrêtés il y a déjà 4 mois pour le soi-disant délit de droit commun d'accomplir le mandat de leur fédération, de réaliser une grève pour les revendications et contre la hausse des prix. Par tout le monde s'élève une vague de protestation de la part des organisations ouvrières et démocratiques. La cellule du POR de Paris a mené cette campagne non seulement parce qu'elle considère comme un devoir de toute organisation ouvrière de lutter dans l'unité contre la répression et pour les libertés syndicales et démocratiques, mais aussi parce que pour nous, le combat pour la libération des dirigeants mineurs et de leurs avocats est lié à la défense de la politique pour laquelle le dirigeant Hernán Cuentas, membre du bureau international du comité d'organisation pour la reconstruction de la 4e internationale, combat. Nous défendons le Parti ouvrier marxiste révolutionnaire du Pérou contre la répression qui le frappe, parce qu'il développe une politique capable d'unir les masses exploitées et opprimées du Pérou contre l'impérialisme et la bourgeoisie. C'est ainsi que pour nous, cette action s'inscrit pleinement dans le combat pour la reconstruction de la 4e internationale, pour la libération d'Hernán Cuentas, Victor Quadros, dirigeant de la Fédération du Pérou, des mineurs du Pérou et de leurs avocats, Paris, le 15 avril 1976. Le comité parisien de solidarité avec le peuple bolivien salue également notre meeting. Et maintenant,
Et maintenant, je donne la parole à Marie-Josée Protet, membre du comité exécutif international et vice-présidente de la section française d'Amnesty International. Je n'oserais pas intervenir dans le meeting de ce soir pour nos camarades péruviens avant d'avoir levé une équivoque. Le tract qui vous a convié ici risque de vous amener à un jugement parfaitement faux sur les objectifs réels d'Amnesty. C'est de notre faute, nous avons rédigé un mauvais texte. Amnesty International s'occupe de tous les prisonniers politiques, sans aucune restriction, et n'a jamais été plus une organisation non violente qu'une organisation prônant la violence. Elle se fonde sur le seul respect du droit. Premièrement, Amnesty International réclame l'amnistie immédiate et sans condition pour tous les prisonniers d'opinion contre lesquels aucun chef d'inculpation criminelle n'a pu être retenu selon les principes généraux du droit. Deuxièmement, Amnesty International réclame pour tous les prisonniers politiques, quels qu'ils soient, la tenue de procès justes et publics, l'abolition irrévocable de la torture et de la peine de mort et des conditions humaines de détention. De certaines formes de régime en matière de répression et de torture, on doit tout attendre, car ces fléaux font intrinsèquement partie de leur structure même. Mais différente est notre réaction devant la répression développée par d'autres régimes qui, au départ, sembleraient plus rassurants. Et ceci d'ailleurs pour des raisons diverses, voire inverses, telle la Grande-Bretagne par exemple, et pourtant un jour, le scandale irlandais éclata, tel aussi le Pérou, où la Constitution prétend apporter des garanties socialistes. Dans des cas comme ceux-ci, lorsque les droits de l'homme sont violés, cela étonne. Mais il convient de passer ensuite de l'étonnement à l'inquiétude, puis à l'action. Et dans ce processus, il existe entre nos diverses organisations une certaine division du travail. Je dirais que c'est le rôle de la Fédération internationale des droits de l'homme et d'Amnesty International de s'occuper de l'étonnement et de l'inquiétude, en réunissant des informations, en garantissant l'authenticité. Mais c'est le rôle des syndicats et des partis d'intervenir au niveau de la désapprobation massive et de l'action de solidarité. Certes, une telle répartition des tâches ne doit pas être rigide. Les partis peuvent informer, Amnesty peut agir. Toutefois, je considère pour ma part que l'impact, l'effet de choc ne sont pas les mêmes. D'un côté, un certain doute subsiste vis-à-vis de l'information dès que l'on sort des cadres du parti, et d'un autre, il ressort un effet de non fini lorsque nous prétendons agir. C'est pour cela que j'approuve des manifestations unitaires comme celle de ce soir, et je vais tâcher de remplir ici la tâche d'Amnesty. Amnesty International accuse le gouvernement péruvien. Des syndicalistes sont en prison, nous en connaissons 12. Des avocats sont en prison, nous en connaissons 5. Des paysans sont en prison, nous en connaissons 11 à Chiclayo. Des opposants partisans de la lutte armée, notamment des membres de Vanguardia Revolucionaria, sont en prison et torturés. Nous en connaissons plus d'une quinzaine, soit un total de 50 cas de violation individuelle minimum. Et il se peut bien, car ce ne sont là que des informations qui nous sont parvenues, il se peut bien que la population pénitentiaire politique au Pérou soit bien plus nombreuse. Cette répression n'est ni aveugle ni désordonnée. C'est ainsi qu'il faut reconnaître que la répression contre les paysans, qui fut très dure, s'est actuellement considérablement ralentie. Il semblerait que ceux qui sont encore en prison, notamment ceux de Chiclayo, soient en relation avec la lutte armée. En revanche, tous les opposants dits violents sont simplement, mais aussi systématiquement torturés. La torture revêt des formes variées au Pérou. Les prisonniers de Callao prétendent notamment avoir été suspendus, plongés dans l'eau glacée, avoir subi des chocs électriques sur les parties génitales, avoir reçu des coups sur l'estomac jusqu'à vomir du sang. Ce sont des témoignages que nous avons reçus. Mais aussi, ils se plaignent de tortures plus sophistiquées,
telles que des piqûres de pain total, des simulacres d'exécution, des privations jusqu'à épuisement, des menaces et des tortures sur des amis ou des membres proches de la famille. Il faut également signaler plusieurs cas de disparition et de mort sous la torture d'opposants armés. Enfin, un étrange cas que celui de Victor Diaz, kidnappé le 19 janvier dernier et torturé, probablement par un commando de police parallèle assimilable aux escadrons de la mort brésiliens. Il fut soudain libéré le 5 février suivant. Quant aux 17 syndicalistes et avocats, ils ont été arrêtés sans mandat légal. Depuis lors, ils sont victimes du carasol. Par carasol, on entend un système consistant à se transférer sans cesse le prisonnier d'un commissariat ou d'une prison à l'autre, comme l'a expliqué M. de Chezelle. Ceci bafoue le fameux habeas corpus qui ne peut plus être invoqué. Pour protester contre cela, plusieurs grèves de la faim ont été menées par nos camarades, tant avocats que syndicalistes. Et sur ces 17 syndicalistes, un seul d'entre eux a été inculpé. Il s'agit de Alfonso Punlay. Il est président de la communauté industrielle des moteurs Nissan, une de ces associations créées par le pouvoir pour remplacer les syndicats démocratiques qui font si peur aux autorités. Et dans un article de El Comercio, Punlay mettait en doute la régularité des bilans de sa société et réclamait un droit de regard d'ailleurs légal sur les comptes de gestion. Or, il est inculpé d'insultes aux forces armées. Mais revenons au cas de Cuentas et de Quadros et des 4 avocats pour ajouter une remarque à l'exposé de Maître de Chezelle. D'abord, il faut préciser étrangement qu'aucun d'eux ni aucun des syndicalistes des mines, de la métallurgie, des pêcheries ou du plastique actuellement emprisonnés n'ont ordonné de grève ces derniers temps. La dernière grève date d'octobre et n'a duré qu'15 jours. On leur ferait donc purement et simplement un procès d'intention. Et la menace de grève publiée ce jour dans la presse qui vous a été lue tout à l'heure n'est qu'une réponse à des internements inadmissibles, et c'est la bonne réponse à faire. Car depuis quand le droit de grève ne serait plus un des droits fondamentaux de l'homme? Ces internements arbitraires sans inculpation, ces tortures, ces disparitions au Pérou, l'opinion publique française ne les tolère pas. Il faut libérer sur le champ Quadros, Cuentas, tous les syndicalistes et tous leurs avocats. Il faut que cesse immédiatement toute torture, faute de quoi l'image du Pérou dans l'opinion publique internationale et dans les organisations internationales resterait pour longtemps souillée. Michel Brouet, présent dans cette salle, me donne l'information suivante. Laurent Schwartz le charge de transmettre toute sa solidarité à ce meeting et à la lutte pour la libération de Cuentas, Quadros et leurs avocats. Le secrétariat international du Parti socialiste nous rappelle qu'il est intervenu sous forme d'un télégramme adressé aux autorités péruviennes et protestant contre les arrestations ainsi qu'en demandant la libération des syndicalistes et des avocats emprisonnés. Je vous donne maintenant lecture du message de l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale. L'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale salue le meeting réuni le 15 avril pour exiger la libération d'Hernán Cuentas, de Victor Quadros et de leurs avocats. L'OCI se félicite de la large mobilisation unitaire qui, en France et dans le monde, s'est développée contre la répression exercée à l'encontre des dirigeants syndicalistes péruviens. Par milliers et par milliers des travailleurs, membres du PCF, du PS, de la CGT,
de la CGTFO, de la FEN, de la CFDT ou inorganisés ont repris le télégramme de protestation adressé à l'ambassade du Pérou par centaines des sections syndicales de toutes les organisations syndicales se sont associées à la campagne. En Allemagne, c'est le Congrès national des Jusos, jeunes militants du SPD, qui a réclamé la libération des syndicalistes péruviens. En Angleterre, 47 députés du Labour Party se sont adressés au gouvernement. Ce qui est en cause, et les explications embarrassées des représentants du gouvernement péruvien, venant après un long silence, le soulignent, ce sont les libertés les plus élémentaires d'expression et d'organisation, les libertés syndicales, le droit de grève. Pour l'organisation communiste internationaliste, la lutte contre la répression se doit d'être inconditionnelle, indépendante des divergences. Elle doit rassembler toutes les organisations, toutes les tendances du mouvement ouvrier, tous ceux qui entendent défendre les libertés. Comme l'OCI a combattu pour la libération de Leonid Pliouch, comme elle combat pour la libération de José Luis Macera, membre du comité central du Parti communiste uruguayen, elle combat pour la libération d'Hernán Cuentas, de Victor Quadros et de leurs avocats. L'OCI combat pour la libération d'Hernán Cuentas, membre du Bureau international pour la reconstruction de la 4e internationale, dirigeant trotskiste, et pour la libération de Victor Quadros et des autres emprisonnés qui ne se réclament pas de la 4e internationale. Si la lutte contre la répression doit être inconditionnelle et unitaire, il est légitime que chaque organisation, chaque participant à cette lutte fasse connaître ses raisons propres. Nombre de ceux qui appellent à la libération de Cuentas et de ses camarades ne peuvent cautionner sa politique. Pour l'OCI, l'action qu'elle mène, et elle se doit de le déclarer, n'est pas séparable de son accord avec la politique du Parti ouvrier marxiste révolutionnaire du Pérou, qui combat au Pérou pour la 4e internationale. Au moment où, manifestant à sa manière la force de la campagne internationale dont ce meeting est un temps fort, le gouvernement péruvien a recours à la calomnie contre les emprisonnés, invoque la situation économique, dénonce les provocations. Il est nécessaire de rappeler que le 16 décembre 1975, le Parti ouvrier marxiste révolutionnaire, le parti de Cuentas, déclarait « La détention de Cuentas comme celle de Ricardo Díaz Chavez, Genaro Ledesma, Victor Quadros, José Ona, Arturo Salas sont des attaques contre la classe ouvrière et le peuple opprimé, sont des agressions contre les libertés démocratiques que tout citoyen doit condamner, sont des concessions à l'impérialisme que tout combattant anti-impérialiste doit rejeter, sont des attaques qui annoncent la détermination d'imposer aux travailleurs des villes et des campagnes les coûts de la brutale crise économique, sont des mesures patronales afin d'imposer une discipline du travail, un régime de surexploitation dans les usines et les entreprises. Travailleurs, jeunes, citoyens, une crise économique sans précédent se développe, le chaos et la catastrophe menacent le pays, la production agraire stagne, le coût de la vie augmente, les salaires se déprécient, les augmentations sont gelées, la dette extérieure augmente, les réserves de devises se réduisent, le chômage s'aggrave, les licenciements se généralisent. Travailleurs, jeunes, citoyens, les directions politiques et syndicales de la classe ouvrière et du peuple doivent décider, ou bien elles permettent que l'offensive patronale et impérialiste stoppe la mobilisation des travailleurs, ou bien dans l'unité, elles organisent la défense des revendications. C'est cette politique que, malgré la répression, poursuit le message de l'OCI, le Parti ouvrier marxiste révolutionnaire continue à promouvoir. Aujourd'hui, mener à l'échelle internationale, sur le terrain du front unique des organisations ouvrières, la campagne pour arracher la libération d'Hernán Cuentas, de Victor Quadros et de leurs avocats, c'est restituer à la lutte unie contre la répression sa véritable dimension, celle du mot d'ordre qui est à l'origine du mouvement ouvrier organisé,
prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Je donne maintenant la parole à Maître Daniel Jacobi, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. Chers amis, nous fêtons avec la mission d'Yves de Chézel et de Garcia la 150e mission que la Fédération internationale des droits de l'homme, qui regroupe toutes les ligues des droits de l'homme existant dans le monde, a, en l'espace de 7 ans, envoyé un peu partout où il se passait quelque chose en matière de droits de l'homme. Et voilà pourquoi, très justement, Yves de Chézel pouvait répondre à un ministre péruvien: nous venons vous voir parce que nous avons été ailleurs, et nous venons vous voir parce que nous savons qu'il se passe au Pérou des événements graves qui inquiètent l'opinion publique internationale. En l'écoutant, je n'ai pu m'empêcher de penser que le Pérou, à son tour, était tombé dans le cycle infernal de la répression qui existe actuellement dans la plupart des pays d'Amérique latine. Ce sont les mêmes atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme. C'est partout, au Pérou comme ailleurs, la torture, les arrestations arbitraires sans contrôle judiciaire, et surtout, et ceci est significatif, les avocats mis dans l'impossibilité d'exercer leur mission de défenseur. J'ai dit surtout, parce qu'un régime qui ne permet plus le libre exercice des droits de la défense est un régime qui nie les libertés. Au Chili, on n'arrête pas les avocats, on les affame. En Argentine, on les assassine dans la rue. Au Pérou, on les arrête avec leurs clients. C'est la conception péruvienne du droit à un procès équitable et fair trial, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, préambule de la Charte des Nations Unies, auquel le gouvernement péruvien a adhéré. Cette interprétation, nous ne la partageons pas. Quand je dis « nous », je parle d'Amnesty International, je parle de la Fédération internationale des droits de l'homme, je parle des ligues des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'envoyer cette mission au Pérou pour demander au gouvernement péruvien une explication. Cette explication, vous avez entendu le récit qui vous en a été fait par Yves de Chézel. Elle a été quelque peu embarrassée, mais il est résulté malgré tout de cette mission un engagement. On a dit à nos envoyés, à nos délégués, Cuentas, Quadros, leurs avocats seront libérés. Vous allez apprendre dans quelques jours la bonne nouvelle. Un engagement a été pris. Nous entendons simplement qu'il soit respecté. Voici 10 jours qu'ils sont rentrés. Nous attendons un message de l'ambassade du Pérou à Paris. Ce message ne parvient pas. Alors nous vous demandons, puisque vous êtes là ce soir, et dans d'autres salles, dans d'autres lieux, dans d'autres pays d'Europe, des hommes et des femmes se réuniront pour entendre le récit de cette expédition. Ils sauront que des engagements ont été pris et qu'ils ne sont pas respectés par le gouvernement péruvien. Alors il faut qu'ils sachent, et qu'ils sachent dès ce soir, que nous ne resterons pas silencieux. Quand je dis nous, c'est vous, c'est nous les organisations qui nous occupons de ce problème. Nous ne resterons pas muets
nous demandons au gouvernement du général Morales Bermudez de respecter ses engagements et nous ne resterons pas muets tant qu'il restera détenu dans une prison péruvienne un seul syndicaliste péruvien, un seul avocat péruvien. Il faut que la protestation continue et s'amplifie. Après tout, les murs des prisons de Lima sont moins durs et moins résistants, j'en suis sûr, que ceux des asiles psychiatriques de Leningrad. Alors, je donne maintenant la parole à Marc Blondel, secrétaire général de la Fédération des employés et cadres CGT-FO. Oui, si on peut. Si on peut. Camarades, Si on peut. en répondant à l'appel du Comité pour la libération des dirigeants de la Fédération des mineurs du Pérou et de leurs avocats, en signant le télégramme du 20 janvier 1976 adressé au gouvernement péruvien, en participant activement à la campagne engagée, nous avons, militants de la Confédération générale du travail force ouvrière, réaffirmé publiquement les positions traditionnelles de l'organisation syndicale. Et nos camarades militants de la CGT-FO, qui ont manifesté dans des formes diverses, et notamment en participant ce soir à ce meeting, demain à la poursuite du mouvement, leur soutien au Comité pour la libération des camarades Cuentas et Quadros sont pénétrés du sentiment qu'ils défendent les libertés démocratiques, le droit à la liberté d'expression et d'organisation. Nous n'ignorons pas, militants de la CGT-FO, qu'un régime, quelle que soit sa base juridique, qui aliène le droit de grève et considère l'exercice de ce droit comme un délit de droit commun, ne peut conduire qu'à la dictature. Nous considérons ce principe comme intangible, quels que soient les régimes, quels que soient leurs alliés, fussent-ils des militaires. En participant nombreux à la campagne lancée, les militants des organisations CGT-FO entendent réaffirmer l'indépendance des organisations syndicales, la libre expression des revendications et la lutte pour leur réalisation. Nécessités sans lesquelles il ne peut y avoir de liberté ouvrière et démocratique. Liberté sans laquelle il ne peut y avoir de véritable syndicalisme. Toute autre formule, l'histoire l'a amplement démontré, ne peut conduire qu'à l'intégration du syndicalisme dans l'État. Quel que soit cet État, nous la refuserons. C'est pourquoi nous tenons publiquement à annoncer notre indéfectible attachement au mouvement syndical traditionnel et à sa libre expression, et que tous ensemble, nous devons exiger du président Morales la libération immédiate d'Hernán Cuentas, de Víctor Quadros et de leurs avocats. Nous nous associons à cela, à tous ceux, militants enseignants, militants ouvriers, membres de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International, qui à des degrés divers et par une approche différente, luttent pour la libération de nos camarades. Dans ce geste de solidarité internationale, nous y voyons la défense de notre propre conception et de nos libertés. Demain, nous commémorons le 1er mai, journée de lutte. Nous n'accepterons pas que nos camarades péruviens s'inscrivent au rang des martyrs. Ce qui est en cause,
c'est le droit d'association, d'organisation du syndicalisme ouvrier, sans lequel il n'y a pas de démocratie. Exigeons et luttons en commun pour obtenir la libération d'Hernán Cuentas et de Víctor Quadros. De notre détermination, de l'ampleur de nos réactions, dépend le respect des libertés démocratiques et du droit de grève. Je donne maintenant la parole à Alain Corneau, metteur en scène, membre de la commission exécutive de la Fédération nationale du spectacle CGT. Camarades, dès l'arrestation d'Hernán Cuentas, de Víctor Quadros et de leurs avocats, les professionnels des arts et du spectacle se sont associés en grand nombre à l'action engagée pour obtenir leur libération. Ils se sont retrouvés aux côtés de nombreux autres intellectuels et artistes et des représentants de diverses tendances du mouvement ouvrier de ce pays. Il me paraît significatif qu'au moment où les professionnels des arts et du spectacle de toutes catégories étaient amenés à reprendre, pour défendre en France la possibilité même d'exercer leur profession, les armes de toujours les travailleurs, la grève et la manifestation, le syndicat auquel j'appartiens, la Fédération nationale du spectacle CGT, est exigé du gouvernement péruvien la libération d'Hernán Cuentas et de ses camarades. Par un télégramme dont voici le texte. La Fédération nationale du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle, ayant appris l'arrestation de militants syndicalistes dont Hernán Cuentas, demande le respect des libertés démocratiques, la libération des militants syndicalistes et des avocats emprisonnés. Par ailleurs, plus de 200 professionnels des arts et du spectacle se sont associés au télégramme de protestation envoyé à l'ambassade du Pérou. Une délégation s'est rendue au nom de ses signataires à l'ambassade du Pérou le mercredi 24 mars. Le représentant péruvien nous affirma alors avec un grand calme: si les emprisonnés ne veulent pas manger, alors on leur injecte du sérum, on ne laisse pas les gens mourir au Pérou. Alors je parle ce soir comme militant syndicaliste, comme militant politique, mais aussi, je crois, en fonction d'exigences que l'on ne peut séparer de mon activité professionnelle. Il n'y a pas de création artistique sans authenticité. Je ne veux pas dire par là qu'il y ait un lien de subordination entre les opinions politiques d'un artiste et son œuvre. Je veux dire que celui qui cherche à rester fidèle aux exigences de son art ne peut se désintéresser des conditions de la création. Il n'y a pas de création artistique sans liberté de la création, et la liberté de création ne peut être séparée des libertés fondamentales d'opinion, d'expression, d'organisation. Quand, aux États-Unis, sous le macartisme, des centaines de cinéastes inscrits sur des listes noires étaient interdits de création parce que membres du Parti communiste américain ou simplement parce qu'ils étaient considérés comme sympathisants de ce parti, c'était l'art cinématographique tout entier, comme élément de culture et comme un moyen d'expression et d'échange qui était menacé. Quand, sous Staline, en Union soviétique, au nom du réalisme socialiste, on a étouffé toute recherche artistique, alors que la révolution russe avait provoqué une véritable explosion de recherche, c'est l'un des aspects des conquêtes de cette révolution qui était remise en cause. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui ont enfermé Pliouch dans un bagne psychiatrique sont les mêmes que ceux qui ont utilisé comme moyen de critique artistique des bulldozers contre une exposition de peintres qualifiés de non-conformistes. La perpétuation à l'échelle mondiale de l'exploitation capitaliste a entraîné la multiplication de phénomènes de barbarie. Nous vivons dans un monde qui a connu les camps d'extermination nazis, Hiroshima, les guerres coloniales, les bombardements de terreur sur Hanoï et Haiphong, la généralisation de la torture. Aussi pourrait-on se dire que des cas individuels, pour exemplaires qu'ils soient, n'ont plus la même signification. Il n'en est rien. Accepter l'inacceptable,
sous quelque forme que ce soit, c'est laisser se développer la barbarie. Hernán Cuentas, Victor Quadros, dirigeants syndicalistes, les avocats de leur syndicat, la Fédération des mineurs du Pérou sont jetés en prison et les droits même de tout accusé leur sont déniés pour la seule et unique raison qu'ils ont accompli leur tâche de syndicalistes, qu'ils ont défendu les conditions de vie de leurs mandants, les mineurs du Pérou. Exiger leur libération immédiate est le devoir de toute organisation qui appartient au mouvement ouvrier, de toute organisation, de toute personne qui se réclame de la démocratie et des droits de l'homme. Exiger leur libération immédiate, c'est défendre les intérêts démocratiques, les libertés démocratiques élémentaires, défendre le droit de grève. Et les défendre au Pérou, c'est les défendre en France et partout. Pour conclure, je le répète, le domaine de l'art n'est pas directement un domaine politique. Un créateur dans son travail ne doit suivre que son inspiration personnelle. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens de le faire. Si je suis un militant, ce n'est pas pour trouver les réponses à des questions esthétiques, mais pour combattre afin qu'on ne m'impose pas une réponse, pour une société qui permette le libre épanouissement de tous et donc de la création artistique. C'est pour cela aussi que je suis militant syndicaliste, que je suis adhérent à la CGT et que j'y détiens, élu par mes camarades de travail, des responsabilités. C'est aussi pour cela que je combats pour le socialisme. De cette tribune, à titre personnel, et comme militant de l'organisation communiste internationaliste, j'adresse mon salut à Hernán Cuentas, militant trotskiste comme moi, dirigeant du Parti marxiste révolutionnaire du Pérou. J'adresse également mon salut à Victor Quadros, dirigeant ouvrier, et aux courageux avocats de leur syndicat. Je m'engage en mon nom et au nom de mes camarades. Le combat qui se mène pour leur libération sera amplifié. Nous agirons pour que l'unité de toutes les organisations ouvrières se fasse sur la libération d'Hernán Cuentas, de Victor Quadros et de leurs avocats, et pour que cette libération soit arrachée. La parole est maintenant à Alexandre Hébert, secrétaire de l'Union départementale CGTFO de Loire-Atlantique. Camarade Fougerolas a précisé au début de ce meeting que chacun des orateurs parlait au nom de son organisation et aussi au nom de son courant de pensée. Au demeurant, mon ami Marc Blondel a fort bien défini ici la position des militants de la CGTFO. Bien entendu, mon union départementale a pris position, est intervenue dans la campagne pour la libération de Cuentas et de ses camarades. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai l'intention d'intervenir dans ce meeting beaucoup plus en ma qualité, disons, d'un anarcho-syndicaliste plutôt que de dirigeant officiel d'union départementale. Et je voudrais ici vous dire pourquoi. Je pense que le devoir de tous les militants ouvriers est de participer à la campagne qui est menée pour la libération des camarades péruviens. Je comprends mal qu'on puisse nous opposer la non-immission dans les affaires intérieures d'un autre État. Il paraît que ça se dit ici, de ça et là. Moi je dis qu'une telle attitude, c'est de la lâcheté pure et simple ou de la complicité. Déclarer, comme le fait le gouvernement du général Morales Bermudez, que fomenter une grève contre un gouvernement baptisé de populaire, il s'agit d'un crime de droit commun, est inacceptable. Inacceptable, et je dirais qu'au-delà de la solidarité qui nous lie avec tous les camarades victimes de la répression, et par conséquent avec Cuentas et Quadros et les avocats emprisonnés, ce problème n'est pas un problème spécifiquement péruvien. Il nous oblige à réfléchir sur le rôle
de l'État et de l'armée. Camarades, il est devenu de bon ton, dans les milieux de gauche, de parler de l'armée en termes bien amicaux, disons. L'armée serait maintenant investie, presque investie à la place de la classe ouvrière d'instaurer le socialisme. Et bien, camarades, qu'on me permette de dire que je ne partage pas du tout cette opinion. Et le général... Et le général Morales Bermudez, puisque paraît-il général il s'inscrit dans une déjà longue lignée. Vous savez, de Bonaparte à Pinochet, en passant par quelques célèbres maréchaux, les généraux et les militaires qui se sont fait les agents de la contre-révolution ne se comptent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous allons peut-être aborder une crise révolutionnaire, il est bon que les militants ouvriers réfléchissent sérieusement à ces problèmes. L'argument opposé au Pérou, on ne doit pas faire grève contre un gouvernement populaire, camarades, nous l'entendrons et nous l'entendons déjà ailleurs. Et il nous faut aujourd'hui, dès à présent, être parfaitement clairs. Aucune raison d'État, aucune raison de parti ne saurait justifier l'interdiction pour la classe ouvrière de défendre ses intérêts de classe, y compris par la grève. Oui, camarades, je le répète ici, on peut penser ce qu'on voudra des problèmes du gouvernement, mais le problème de l'État, il reste, il demeure. Rappelez-vous, 36 en Espagne et ailleurs, l'État et son armée sont toujours les instruments de la contre-révolution. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui tous ensemble réunis pour défendre les libertés démocratiques. On nous a dit pourquoi Cuentas et Quadros. Eh camarades, pourquoi Sacco et Vanzetti? Pourquoi Pliouch? Parce qu'à un moment, des cas particuliers des hommes incarnent à eux seuls les victimes de la répression. Mais quand nous luttons, quand nous avons combattu pour empêcher l'assassinat de Sacco et Vanzetti, quand nous avons combattu pour la libération de Pliouch, et aujourd'hui pour libérer Cuentas et ses camarades, c'est pour lutter contre toutes les répressions, c'est pour faire libérer toutes les victimes de toutes les répressions dans tous les pays. Et ceux qui disent, qui prétendent faire des distinguos, en réalité, ils dissimulent mal une espèce de solidarité avec les gouvernements qui jettent les militants ouvriers en prison. Oui, nous luttons pour les libertés démocratiques. Notre camarade l'a dit tout à l'heure, Blondel l'a dit. Sans liberté démocratique, pas de droit de grève, pas de droit d'association. Or, nous savons bien, nous qui sommes des militants ouvriers, que les travailleurs se constituent en classe par leurs organisations. Sans organisation, pas de classe. Sans organisation, pas de possibilité pour la classe ouvrière, non seulement de défendre ses intérêts immédiats, mais d'assumer ses tâches historiques. Et c'est la raison pour laquelle défendre les libertés démocratiques, défendre le droit de grève, défendre la liberté d'association, défendre le droit pour les travailleurs de constituer leurs propres organisations, s'inscrit tout naturellement dans la tâche des militants ouvriers. Et ceux qui, au nom de la lutte contre la bureaucratie, qui est un phénomène qui existe, bien entendu, s'en remettent aux militaires pour assumer les tâches de la Révolution, me semble pratiquer une bien curieuse politique.
Camarades, la classe ouvrière est aujourd'hui confrontée avec des problèmes qui risquent de devenir très rapidement brûlants. Aujourd'hui, les étudiants manifestent. Ils sont eux aussi victimes de la répression policière. Aujourd'hui, de par le monde, les travailleurs font grève. Ils font grève parce que ce régime, le régime capitaliste, est arrivé à un tel degré de corruption, de pourriture, qu'il n'est plus capable de permettre de répondre aux revendications les plus légitimes de la classe ouvrière. Par conséquent, il faut combattre. Il faut combattre, et pour le combat, les travailleurs ont besoin de leurs organisations. Et je voudrais, puisqu'aussi bien, je vous l'ai dit, je me réclame de l'anarcho-syndicalisme, saluer ici, publiquement, les efforts que font actuellement les travailleurs espagnols pour reconstruire leurs organisations de classe, c'est-à-dire indépendantes du patronat et de l'État. Et je voudrais plus particulièrement saluer la renaissance de la CNT espagnole qui, il y a quelques jours seulement, dans cette même salle, tenait un meeting où elle réaffirmait, elle aussi, des principes qui nous sont communs. Camarades, on ne sait pas ce que l'avenir réserve aux militants ouvriers espagnols engagés dans la tâche de reconstruction de leurs organisations. Qu'ils soient assurés que, quelles que soient les vicissitudes, ils peuvent compter sur notre appui total. Le franquisme est mort. Nous sommes, nous, solidaires, inconditionnellement, des militants ouvriers espagnols qui, aujourd'hui, veulent construire leurs organisations face à l'État franquiste. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il convient aujourd'hui de suivre attentivement, d'attirer votre attention sur ce qui se développe là-bas en Espagne, parce que la situation est loin d'être forte et d'être simple. Et en ce qui me concerne, je reste inconditionnellement solidaire des travailleurs qui voudront et essaieront de construire des organisations indépendantes de l'État et du patronat. Camarades, c'est tous ces problèmes qui se trouvent posés au travers de notre lutte pour la libération des camarades péruviens. Ces problèmes, ils sont difficiles. Et je me réjouis de voir cette salle remplie, mais je sais bien qu'elle ne représente pas l'ensemble des organisations. Il y a des manques. Il y a aujourd'hui des militants qui ne sont pas là. Je le regrette. Je le regrette car le combat que nous menons, quoi qu'ils en pensent, est aussi leur propre combat. Et je pense que nous réussirons à les convaincre qu'en luttant contre la répression, fût-elle perpétrée par un gouvernement qui se veut populaire, est un combat de tous les travailleurs, de toutes les organisations. Ce combat, nous devons le mener dans l'unité, et dans l'unité, de même que nous avons obtenu la libération de Pliouche, nous obtiendrons la libération des camarades péruviens. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je vous annonce une soirée de solidarité internationale contre la répression en Amérique latine qui s'achèvera par un gala vendredi 23 avril prochain à 19h à la Sorbonne. C'est un communiqué de l'UNEF et je me permets d'ajouter, à la demande du camarade Denis Siffert, que les étudiants de l'UNEF, unité syndicale présente dans cette salle, sont priés de rester quelques instants dans la salle après
la fin du meeting. Et maintenant, je donne la parole à Louis Astre, secrétaire de la Fédération de l'éducation nationale. Camarades, mon ami Hébert ne sera pas surpris si je dis combien la seconde partie de son intervention traduit. Je disais simplement à mon ami Hébert qu'il ne sera pas surpris si je dis ici à vous tous combien la seconde partie de son intervention traduit les principes, l'état d'esprit qui anime la Fédération de l'éducation nationale dans sa lutte pour la défense des droits et des libertés. Et c'est bien vrai, pour nous en tout cas, que l'internationalisme prolétarien face à toutes les répressions est un devoir sacré pour tous les travailleurs et tous les peuples, et que nous ne serions acceptés dans ce domaine de la défense des droits et des libertés aucune contrainte. Et je crois qu'Alexandre a eu raison aussi de parler ce soir de l'Espagne. Aujourd'hui, l'une des organisations de travailleurs espagnols, là où j'étais, tient son congrès à Madrid même. Et à Madrid, en ce moment même, nos camarades espagnols affirment haut leur volonté de construire un mouvement syndical unique, indépendant de l'État et des partis, et regroupant le plus tôt possible et du mieux possible la totalité des forces ouvrières existant actuellement. Et nous nous sommes réjouis à la fin d'entendre, lorsqu'il vint nous rendre visite l'autre jour, Camacho, le leader des commissions ouvrières, affirmait aussi la même volonté, parler de la nécessité de l'unité syndicale et des conditions de sa survie, en particulier de la reconnaissance du droit des tendances. Bref, nous pensons que nos camarades espagnols, après quelle leçon, tirent tous les enseignements nécessaires et sont sur la bonne voie pour faire face aux difficultés qu'il reste à surmonter et qu'ils les surmonteront bientôt, et que l'aide qu'Alexandre Hébert a affirmée au nom de tous ceux qui sont ici et de tous ceux qui n'y sont pas, et nous sommes sûrs de pouvoir le faire, car tous les travailleurs français se sentent solidaires des travailleurs espagnols, cette aide que nous sommes prêts à leur fournir, nous n'aurons pas besoin de le faire, ils sauront bien eux-mêmes reconquérir la liberté totalement. Je voulais dire autre chose qui n'était pas prévu dans mon propos de ce soir. Les libertés sont menacées également ailleurs qu'au Pérou, disait Fougerolas quand je suis arrivé. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, on s'en rend compte à Paris même ce soir, mes camarades. Nous sommes sortis avec le président de l'UNEF parce que des problèmes se posent actuellement. Et des incidents qui pourraient être fort graves pour bien des étudiants se déroulent. Nous essayons de vérifier les informations qui ont été données. Et nous espérons que le représentant des étudiants ici n'aura pas annoncé tout à l'heure que l'un d'entre eux est mort. Voyez-vous, je venais tout à l'heure de la commission administrative de la FEN, où nous avions renouvelé notre demande d'abrogation de l'arrêté du 16 janvier sur le second cycle des universités, où nous avions condamné les projets de décret Abi comme la loi Abi elle-même, parce que ces textes confirment et renforcent la sélection sociale, parce qu'ils confortent un système économique qui assoit son fondement sur l'existence d'1,5 million de chômeurs, dont la moitié de jeunes de moins de 25 ans, et parce que nous savons bien que le chômage constitue une violence institutionnelle particulièrement odieuse sur le peuple et une insupportable atteinte à la dignité et à la liberté des hommes et des femmes. Et nous avons réaffirmé à cette CA de la FEN notre soutien aux grévistes et aux jeunes qui manifestaient aujourd'hui. Eh bien, pour rejoindre la mutualité tout à l'heure, à 9 h, j'ai dû d'abord faire place
à une interminable cohorte de camions grillagés et blindés de la police qui fonçaient à grands hurlements de sirène. Et la radio annonçait déjà les difficultés, les coups de la police, mais aussi des affrontements très durs du fait d'un groupe de plusieurs centaines de provocateurs fascistes. Et voyez-vous, ce que nous constatons ce soir, quel que soit le degré des coups reçus par les étudiants, et j'espère que certains d'entre eux ne seront pas mortels. Ce soir à Paris, nous constatons qu'à 50 000 jeunes, étudiants, lycéens, collégiens, qui manifestent leur volonté de vivre digne, et donc de travailler pour cela, de vivre libre, qui manifestent leur crainte, leur refus du chômage. Le pouvoir de notre pays n'a pour répondre que les casques et les coups. Et, voyez-vous, c'est peut-être un peu subjectif ce que je dis, mais rien de tel que la répression, me semble-t-il, est le spectacle de ces forces de l'ordre, de ces forces d'État, dont les méthodes, les mentalités et même l'uniforme sont si semblables de par le monde, rien de tel pour aviver le sentiment de solidarité profonde entre tous les peuples du monde, rien de tel pour nous faire sentir combien Cuentas et Cuadros sont proches de nous quand ils combattent pour la liberté, combien ils sont des nôtres, combien nous menons le même et nécessaire combat, celui du droit des peuples, celui du droit des travailleurs, celui de la liberté indivisible face à toutes les répressions. Voilà, c'est pourquoi la FEN est ici ce soir. Nous sommes ici pour exiger la liberté de 2 syndicalistes emprisonnés pour leur combat syndical, emprisonnés en Amérique latine, là-bas, dans un petit pays. Emprisonnés en Amérique latine, mais je voudrais d'abord remarquer que cela fait bien souvent, depuis quelques années, qu'à Paris et ailleurs aussi, nous tenons des meetings pour protester contre la répression qui monte dans ce sous-continent. Depuis plusieurs années, le sentiment de tous ceux qui regardent les choses de près est très net. L'Amérique latine est en train de passer sous la botte. Le Chili, le Brésil, dont le président viendra dans quelques jours, Geisel, reçu par notre chef d'État, venu d'un président qui organise la répression, venu qui sera, je pense, l'occasion d'une riposte des travailleurs et des démocrates français. Riposte à laquelle, très prochainement, appelleront les principales organisations représentatives de notre pays. Le Brésil, l'Argentine aussi, l'Uruguay, dont la campagne menée par Amnesty International a montré l'ampleur de la répression. Plus de 5000 prisonniers politiques parmi les étudiants et les syndicalistes, affirmait Amnesty il y a un mois. Et nous savons qu'Amnesty reste toujours dans ses appréciations plutôt en deçà de la main pour être certaine de ce qu'elle avance. Bref, nos amis argentins montraient l'autre jour une carte de l'Amérique latine avec des sortes de carreaux de fer sur toutes les parties déjà passées sous la botte et il ne reste plus grand-chose en haut. Et l'on sait bien tout ce qui est derrière l'impérialisme, avec les interventions de la CIA, l'appétit féroce des multinationales. C'est tout cela qui est en jeu. La conquête d'un sous-continent où l'on constatait jusqu'à présent quelques îlots d'une certaine forme de démocratie évolutive. La preuve, le Chili d'Allende, de l'unité populaire. Et certes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le Pérou soit le Chili.
Alors ces deux syndicalistes du Pérou qui sont emprisonnés, il y a des manifestations des travailleurs au Pérou qui prouvent que le Pérou n'est pas passé sous la botte, qu'un certain nombre de libertés démocratiques demeurent au Pérou, qu'elles n'ont pas pu être confisquées, mais le risque est très réel et le risque s'accroît. Eh bien, c'est là, nous pensons, une raison de plus pour nous de lutter ici à Paris, d'affirmer notre solidarité pour éviter que le Pérou ne bascule à son tour entièrement, parce que nous savons bien que si l'on obtient, et c'est possible, la libération de Cuadros et de Cuentas et des avocats, alors un coup d'arrêt sera donné à la répression au Pérou même, et que ce succès renforcera tous ceux qui se battent actuellement dans tous les autres pays d'Amérique latine. Il faut que nous réussissions à libérer Cuentas et Cuadros. La libération de Cuentas et Cuadros, c'est un point marqué, un pas en avant pour la liberté de tous les autres travailleurs en Amérique latine, de tous les peuples d'Amérique latine, et aussi la démonstration n'est pas à faire, elle a été faite. Un point en avant pour la liberté de tous dans le monde. Et c'est bien pour affirmer ce sens de notre combat que nous sommes venus ici ce soir. Je voudrais dire ici que la FEN parle sur mandat de son congrès. Nous avons souligné, lors de notre récent congrès, l'aggravation de l'agression impérialiste avec l'appui de la CIA en Amérique latine et l'extension de la répression contre les travailleurs et les démocrates dans la plupart des pays de ce continent, en particulier. Le Congrès a dénoncé l'arrestation des responsables du syndicat des mineurs du Pérou et appelé les organisations ouvrières nationales et internationales à une riposte unitaire pour leur libération. Alors, eh bien, oui, il y a déjà un mouvement important, ici en France, pour exiger la libération de Cuentas, Cuadros et les avocats. Souhaitons que demain, très bientôt, il soit plus largement unitaire. Au nom de la FEN, en tout cas, j'appelle à cette riposte entièrement unitaire de tous les travailleurs français et à une riposte unitaire sur le plan international pour obtenir la libération de Cuentas et de Cuadros, qui est aujourd'hui le moyen efficace de défendre la liberté de nous tous. Camarades, il ne m'appartient pas de tirer par quelques paroles supplémentaires les conclusions de ce meeting, car les conclusions de ce meeting devront être tirées dans l'action, dans la continuité de l'action, jusqu'à la victoire, c'est-à-dire à la libération de Cuentas et de Cuadros qui nous mobilisent ici ce soir. Je voudrais dire que nous avions voulu comptabiliser les signatures qui nous sont parvenues à la tribune au début de cette séance, mais le nombre de ces signatures, probablement plusieurs milliers, était tel que la comptabilité n'a pas pu être faite pendant la durée de la réunion. Je voudrais dire aussi que le temps qui nous était imparti aux uns et aux autres était malheureusement trop bref et que j'ai dû procéder à des extraits, c'est-à-dire en contrepartie à des coupures dans la lecture de quelques messages, ce dont je prie les camarades qui en sont les auteurs de bien vouloir m'excuser. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que l'éventail de ceux qui ont pris la parole ce soir montre qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui ont le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, auxquels, on l'a dit et il faut le répéter, sont inséparablement liées les libertés collectives, les libertés démocratiques et parmi elles, les libertés syndicales et cette liberté essentielle pour la classe ouvrière et ses organisations qu'est le droit de grève. Mais vous le savez, le combat n'est pas terminé. Cette tribune sera élargie tôt ou tard à toutes les tendances du mouvement ouvrier, à tous les courants de pensée du mouvement démocratique. Mais d'ores et déjà,
nous avons démontré que nous sommes capables de défendre, sans sectarisme, sans étroitesse, Hernán Cuentas, trotskiste, membre du comité d'organisation pour la reconstruction de la 4e internationale, Quadros, syndicaliste, qui n'est pas politiquement organisé, et Urrutia, dirigeant de la revue de gauche péruvienne Marca, comme nous en avons déjà défendu et comme nous en défendrons bien d'autres encore. Alors, la conclusion de ce meeting, c'est un appel à la continuation sans relâche de la lutte. C'est un appel, quand vous allez quitter cette salle, à verser votre obol à ceux qui sont chargés d'opérer une collecte pour financer les voyages des avocats, la location de la salle, les dépenses de propagande auxquelles nous avons à faire face. Le comité pour la libération de Cuentas, de Quadros et de leurs avocats vous appelle à déclencher toutes les initiatives unitaires possibles, à rassembler autour de ces hommes dont il a été dit que leur nom et que leur sort étaient devenus maintenant symboliques pour la classe ouvrière internationale et pour le mouvement démocratique international, toutes les énergies. Camarades, vive Cuentas et Quadros, vive le prolétariat international, vive le mouvement démocratique international. Attention, il chante la terre. C'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, foule esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Tu as raison. Moi, je l'ai pas levé en tant que je vous présidais ce soir.